est quand même pas mal. Pour cette nouvelle conférence du KCO. Alors KCO, je crois que la plupart d'entre vous le savent, mais ça veut dire Knowledge Communities Observatory. C'est une communauté de recherche appliquée sur le modèle des communautés. Je suis très contente d'accueillir les quelques personnes nouvelles que je ne connais pas ou pas encore. Cette communauté KCO, nous faisons plein d'activités. Nous nous centrons sur la recherche appliquée du modèle des communautés, mais en même temps, nous sommes très intéressés pour voir tout ce qui se passe dans un domaine un petit peu plus élargi qu'on appelle l'innovation collaborative. Et donc, en fait, notre posture à travers ces conférences, c'est de vous faire profiter de notre veille, de partager les trésors, les gens, les pépites, comme on dit, et tous ces gens intéressants qui travaillent dans le domaine de l'innovation collaborative, soit par leur recherche, soit par leur pratique, et dans tous les cas, qui nous font partager leur expérience. Voilà, cette conférence, ce cycle de conférences qui a démarré l'an passé, nous faisons à peu près 6 conférences par an, donc en gros tous les 2 mois. On a pris pas trop de retard cette année, c'était la deuxième, donc il y en aura d'autres au mois de mai, peut-être au mois de juin et au mois de juillet, c'est ce qui est prévu, avec un petit break pendant l'été, puis on reprendra à l'automne. Je vous annoncerai à la fin l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler des dynamiques collaboratives vues au prisme de l'école de Palo Alto. Alors, vous avez été très nombreux à signaler votre intérêt pour cette approche. Je me réjouis. Cette approche et le modèle de Palo Alto, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais pour autant, c'est quelque chose qui prend véritablement toute sa place actuellement, et tout particulièrement au sein de notre domaine d'interrogation, et qui apporte un éclairage tout à fait d'actualité, surtout quand on se questionne en ce moment sur les nouvelles organisations, les nouveaux modes de management et les nouveaux modes d'animation. La conférence va être animée par 2 intervenants. Aujourd'hui, vous savez que c'est souvent notre format. On aime bien avoir à la fois des intervenants chercheurs et praticiens, et c'est tout à fait le cas. Dans un mixte pétillant, nous allons avoir une double intervention avec Olivier Millet, qui est jardinier relationnel, c'est le nom de sa société, mais je crois que c'est sa posture, enfin vous lui demanderez en tout cas, et Karine Aubry, qui elle s'intitule L'œil du colibri, alors colibri avec un K, très joli nom, et donc tous deux sont des praticiens et aussi chercheurs expérimentés depuis de fortes années sur la mise en pratique du modèle de Palo Alto, à la fois dans le champ personnel, interpersonnel, mais également dans les entreprises et les organisations. Et donc, ils vont nous parler des fondamentaux, en tout cas d'un certain nombre de points importants, 5 points importants tout particulièrement, pendant cette heure de présentation. Alors, vous connaissez le format. Une fois que j'ai terminé mon petit discours, je donne la parole pour à peu près 35 minutes à 40 minutes de présentation à nos intervenants. Vous pouvez réagir par chat autant que vous voulez, bien évidemment. Vous posez des questions qu'on reprendra par la suite pour les 20 dernières minutes de questions-réponses. Cette conférence est enregistrée. D'ores et déjà, vous voyez la petite caméra en haut à gauche, là, avec un petit point rouge. Donc, elle sera rediffusable. Vous pourrez la réécouter tranquillement, la transmettre, la faire écouter dans vos équipes. De toute façon, elle sera mise à disposition dans notre site KCO, qui s'ouvrira, parce que ça fait un moment que je vous dis ça, une fois les bugs techniques réglés. Mais c'est tout bientôt, c'est promis. Voilà, on va vous demander de ne pas jouer avec le micro, de bien les couper pendant l'intervention, sinon on le fera de notre côté, et puis de le reprendre bien sûr quand ça sera les questions-réponses, et par ailleurs de ne pas jouer avec les petites flèches pour faire défiler plus vite les slides que les présentateurs ne le voudraient. C'est toujours après un peu source de perturbation. Voilà, moi je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Bienvenue à nos conférenciers. Merci Catherine pour ton accueil et bonjour à tout le monde. Donc on est très heureux avec Karine de pouvoir partager un moment avec vous aujourd'hui. On remercie Catherine et Florence pour cette invitation et puis on était prêt à relever le défi de vous organiser cette conférence.
Alors, on ne connaît pas très bien le modèle des communautés, même si récemment j'ai eu l'occasion d'animer un atelier déjà autour du modèle de Palo Alto. Néanmoins, on est parti dans l'idée de se dire qu'est-ce que nous, on connaît du modèle qui nous semblerait être intéressant pour vos pratiques collaboratives. Et en fait, on a eu envie avec Karine de partager avec vous quelques points de repère de cette révolution copernicienne, j'ai envie de dire, qui consiste à voir le fonctionnement des organisations non plus tellement au travers des personnes qui y vivent quotidiennement, mais au travers des interactions entre les personnes qui y vivent quotidiennement. Et en fait, ce qui est un peu difficile, c'est ce changement de modèle, de comprendre tout ce qui s'y passe plutôt au travers des interactions. Et c'est là-dessus qu'on va vous éclairer avec les 5 points que l'on a choisis, que je vais vous donner d'emblée, puis je céderai la parole à Karine. Donc, on va partir du principe que l'interaction devient de l'information, en fait, est un élément d'information plus qu'un élément d'action, enfin une cause de quelque chose. Et puis, notre deuxième point portera sur le fait d'analyser un certain nombre de difficultés plutôt en termes de qualité émergente. On vous précisera ce qu'est cette notion de qualité émergente. Et nous viendrons à notre troisième point qui s'appuie sur le fait, on est dans une approche que l'on appelle non normative, que l'on qualifie plutôt de non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Et dans cette approche non normative, un trait important, c'est de considérer que le comportement est logique en regard du contexte où il a lieu. Et on vous donnera quelques éclairages intéressants parce qu'on peut y voir là un certain nombre d'opportunités. Et puis, notre quatrième point portera sur les solutions de bon sens qui n'aboutissent pas. L'approche de Palo Alto est connue pour ses 180 degrés, les réponses un peu à l'opposé du bon sens quotidien. Donc là, on donnera un premier éclairage aussi. Et puis, peut-être pour terminer, on verra comment surfer sur la vague de Palo Alto, c'est-à-dire en s'appuyant sur les résistances que l'on rencontre dans nos interactions quotidiennes, plutôt que de dépenser trop d'énergie à lutter contre. Voilà, Karine, je te cède la parole. Oui, merci Olivier. Par contre, je m'entends en écho. Bon, mais écoutez, il faudra peut-être demander à Olivier son D'accord. Ah oui, c'est peut-être ça. Vous m'entendez toujours là? Si quelqu'un peut dire dans le chat si c'est bon. Ok, impeccable, merci beaucoup. Donc, merci Olivier. Alors, merci à tous. Cette approche, vous l'avez compris, hein, c'est l'approche de Palo Alto, peut-être pour resituer pour tout le monde, parce que peut-être pour certains d'entre vous, c'est soit un peu ancien, soit un peu nouveau. L'école de Palo Alto, c'est bien un courant de pensée qui est né dans les années 50-60 et qui a jailli finalement de plusieurs sources, qui a jailli de la cybernétique d'un côté, donc l'étude des systèmes autorégulés qui est née au tournant de la Seconde Guerre mondiale, la théorie de l'information notamment aussi, et les recherches de l'anthropologue Gregory Bateson qui a beaucoup apporté au modèle. Pour faire très court, hein, il y a d'autres choses qui sont importantes, mais c'est déjà dans ce qui est fondamental à la source. Ce courant de pensée, il a initialement porté sur les thérapies familiales. Hein. C'est un centre de recherche à Palo Alto où une équipe de chercheurs s'est intéressée à comprendre comment fonctionnaient les problématiques dans les familles, de manière presque comme des anthropologues, en essayant de comprendre et en sortant des théories préexistantes, qui étaient notamment toutes les théories issues de la psychologie, où on cherchait à comprendre la personne. Là, c'était comment, en observant, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça fonctionne. Et de là est née cette approche interactionnelle dont on vous parle ce soir, cet après-midi. Et cette approche, elle est, comme l'a dit Olivier, une révolution dans le sens où on va s'intéresser à l'interaction. On va y venir dans un instant. Et c'est très précieux, ça. Pourquoi? Pour gérer la complexité. L'analyse des personnalités des individus fonctionne tant qu'on est sur des choses plutôt simples dans des fonctionnements. Dès qu'on a un groupe, un collectif, et donc des interactions complexes, on ne peut plus se reposer sur une analyse où on sépare les éléments. On va être obligé de regarder le fonctionnement d'ensemble.
Voilà pourquoi cette approche est si pertinente, notamment avec les communautés. Et pour compléter, avant de te repasser la main, Olivier, donc l'école de Palo Alto s'est intéressée à la thérapie familiale et depuis, elle a fait son chemin dans les entreprises, les organisations. Et donc, nous sommes un certain nombre de coachs qui utilisons cette approche, une approche que vous pouvez entendre sous le nom systémique et stratégique, c'est-à-dire qui étudie les systèmes et qui est stratégique parce qu'elle cherche à influencer le changement en utilisant justement les énergies qui sont présentes. Alors, le premier point que nous avons choisi d'aborder avec vous, c'est de partir du principe que tout comportement a valeur de message dans l'approche de Palo Alto et que donc on ne peut pas ne pas communiquer parce qu'il est impossible de ne pas interagir. Et notamment dans cette approche-là, rien est déjà quelque chose, c'est-à-dire que même quand on a l'impression de ne rien dire, de ne rien faire, on ne peut pas éviter finalement que ce rien dire et rien faire soit interprété par les personnes qui sont autour de nous. Donc le raisonnement a été le suivant, en fait, on est parti du principe que le comportement n'a pas de contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-comportement, et donc effectivement dans une interaction, chaque comportement va être interprété, j'ai envie de dire, par l'entourage de la personne qui provoquera qui aura ce comportement, dont le point auquel on est arrivé en disant qu'on ne peut pas ne pas communiquer, qu'on le veuille ou non. Donc, on va finalement en tenir compte quand on intervient ou quand on agit dans une situation, parce qu'on aura toujours tendance à essayer d'anticiper en fait la manière dont l'attitude et le comportement dans lequel on va se situer pourrait être interprété. Donc on sera aussi assez stratégique finalement dans le choix de nos attitudes et nos comportements. Pour illustrer un peu la chose, parce que je crois qu'on fait tous ça assez naturellement, je vous ai choisi quelques illustrations et notamment un premier dessin en fait de Gorce, Xavier Gorce, avec ses pingouins qui dit, une assistance qui dit mais vous mentez, mais je n'ai encore rien dit, le silence qui précède votre parole est déjà du mensonge, voit-on dans ce dessin. Donc c'était pour illustrer le fait que rien était déjà quelque chose. Et puis voilà, il y a là aussi tous ces visages que l'on voit et pour lesquels autant nous sommes à la conférence, autant nous pourrions avoir d'interprétations différentes. Avec des messages qui sont paradoxaux ici, voilà, un sourire qui est dessiné et quand même quelqu'un qui a l'air d'être assez affecté par des coups. Et puis cette personne-là, j'ai choisi pour la confiance. Bon, le monsieur, là, on a l'impression qu'il part au travail. Voilà. Donc on a notre esprit finalement qui travaille très très vite et qui ne peut pas s'empêcher de donner une valeur finalement aux comportements qui sont posés. D'où cette idée que chaque comportement a valeur de message. Voilà, donc des messages, de la communication, hein, c'est ce qui nourrit les systèmes. Les systèmes ne sont faits que des flux d'informations qui les parcourent et ces informations, comme vient de le dire Olivier, elles sont tout autant ce qui est réellement dit que ce qui est perçu. À partir de là, se dessinent en fait des boucles d'interaction. On va voir dans un instant à quoi ça ressemble. Et si on se dit que ce sont les boucles d'interaction en fait qui sont un bon point de départ pour comprendre et stimuler les pratiques collaboratives, on peut aussi se dire que les problèmes sont en fait des qualités émergentes des interactions. Ils ne résultent pas des personnes, mais ils se nourrissent bien de la relation entre deux personnes. La preuve en est d'ailleurs qu'en déplaçant parfois une personne d'un service à un autre, eh bien, on va changer complètement la dynamique de cette personne, mais aussi la dynamique de l'équipe dans laquelle elle était. Donc, ce sont bien des qualités émergentes, au même titre que la neige n'apparaît que s'il pleut avec 1 ou 2 degrés, je crois, de mémoire. En tout cas, qu'il y a des conditions propices à cela. C'est une rencontre entre une température et des gouttes de pluie. Ben là, c'est pareil, il y a une rencontre entre 2 personnes ou un groupe dans un contexte donné qui va donner ce résultat. D'où aussi des expressions qu'on peut employer dans le langage courant. La mayonnaise ne prend pas, par exemple. La mayonnaise prend ou ne prend pas. C'est bien une qualité émergente sur laquelle, par conséquent, nous n'avons pas de contrôle direct. Nous avons un contrôle, entre guillemets, systémique. C'est-à-dire que nous pouvons essayer
de modifier un des paramètres, un des éléments, et de voir comment, en changeant cet élément, la réaction est différente. Donc, cette notion de boucle interactionnelle, c'est vraiment le cœur de notre approche, hein, l'approche systémique. On ne travaille que comme ça en tant qu'intervenant systémicien, on dessine des boucles. Alors, on les dessine pour nous ou pour nos clients parfois, hein, on les partage aussi, on les fait ensemble. Ces boucles sont toujours entre des éléments du système. Ici, on a pris Alain et Pascal. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va travailler avec Alain et Pascal. On pourrait travailler seulement avec Alain ou seulement avec Pascal, tout dépend qui est notre client. Et on va regarder en fait ce qui se passe entre, si je prends mon pointeur, de Alain vers Pascal. Hein, que fait Alain vers Pascal? Comment est-ce qu'il communique? Qu'est-ce que Pascal reçoit? Comment est-ce qu'elle décode? Et en retour, comment est-ce que Pascal, à son tour, va communiquer avec Alain ou ne pas communiquer, ce qui est aussi une communication. Donc on parle bien de rétroaction et de rétro-information, en fonction de ce qui est envoyé et ce qui est transmis comme information, ce qui est reçu. Cette boucle, au fond, fait un petit peu fi de tout ce qui est intrapsychique, ce qui est personnel à Pascal et Alain. On ne va pas aller en profondeur, savoir si Alain a tendance à harceler Pascal et Pascal à fuir Alain. On ne va pas chercher à comprendre si l'un ou l'autre a des raisons profondes de faire ça. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans l'interaction qui explique que ça tourne de cette manière. Et donc voilà, voir les difficultés de collaboration comme étant des qualités émergentes. Alors c'est toujours un peu amusant d'utiliser le terme qualité, on pourrait dire comme résultant d'une interaction. L'intérêt que ça représente, c'est que on peut assez vite changer les choses dès qu'on trouve un partenaire pour le faire en fait dans l'interaction. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'approche de Palo Alto nous offre des moyens d'intervention élargis en fait dans les organisations, parce que ne désignant ni des responsables ni des coupables de certain nombre de difficultés, finalement, quand on voit les problèmes en termes de boucle, il suffit que l'on arrive à mobiliser l'un ou l'autre des partenaires pour que la difficulté disparaisse ou que la collaboration s'amplifie, s'améliore, dès qu'on a un volontaire en fait pour faire des choses différentes dans la situation. Et alors, juste un petit clin d'œil, parce que l'année dernière, j'avais eu l'occasion de préparer une conférence aussi sur le management dîner. Et en fait, à cette occasion, j'avais découvert les travaux de Mary Parker Foley, qui est une personne qui vivait aux États-Unis à la fin du 19e siècle, en fait. Et je me suis rendu compte que 50 ans avant Gregory Bateson, elle parlait déjà de boucles interactionnelles parce qu'elle avait mis en évidence cette notion de réponse circulaire. Alors, je suis obligée de l'avoir un peu sous les yeux. Tiens, on est en reparti dans les... C'est pas toi, Olivier, qui... Non, c'est pas moi. Donc, alors, où sommes-nous là? Alors là, voilà, je reviens sur la réponse circulaire. Donc, je ne réagis jamais à vous, disait Mary Parker Foley, mais à vous plus moi. Ou pour être plus précis, c'est moi plus vous réagissant à vous plus moi. Je ne peux jamais vous influencer car vous m'avez déjà influencé, c'est-à-dire dans le processus même d'une rencontre, par le processus même d'une rencontre. Nous devenons tous deux quelque chose de différent. Cela commence même avant notre rencontre, dans l'anticipation de la rencontre. Voilà, je te recède la parole, Karine. Merci. Alors, du coup, ça a avancé encore. On va essayer de se remettre dans le bon ordre. Voilà, nous sommes page 10, on ne bouge plus. Un exemple, peut-être dans un contexte qui vous parlera plus concrètement. Si on a un leader de communauté qui voudrait qu'un membre contribue davantage parce qu'il a des choses intéressantes à apporter ou parce que il a besoin qu'il soit présent dans les rencontres, dans les échanges, il va naturellement avoir tendance à le solliciter, c'est-à-dire qu'il va lui envoyer des mails, lui téléphoner, faire un certain nombre d'efforts pour que ce membre contribue davantage. Et c'est comme si le leader finalement envoyait le message « vas-y, participe davantage ».
En bas, vous avez la flèche bleue, c'est la réponse. On est dans la circularité. Donc, il y a une réponse de ce membre qui est un ensemble de comportements qui vont finalement se traduire par le fait qu'il ne réponde pas. En gros, il décroche pas son téléphone quand c'est le leader qui appelle, il laisse sans réponse les emails et il ne vient pas aux rencontres. Ça, c'est ce qu'on appelle le feedback, la flèche bleue. On va pas tant s'intéresser à qui est le membre et comment ça se fait qu'il contribue pas. Là, tout de suite, on va se dire comment le leader s'y prend-il, avec quelle réponse, et du coup, est-ce que ça fonctionne ou pas par rapport à l'objectif du leader. Vous voyez, c'est quand même assez pragmatique comme vision. On va pas chercher midi à 14h, on va se dire qu'est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux et est-ce que j'obtiens le résultat ou autre chose. En interprétant forcément aussi la réponse comme étant le fait qu'il ne répond pas. Cet exemple, on peut l'éclairer aussi en ajoutant la notion de contexte, c'est-à-dire de se dire que même si théoriquement être dans une communauté c'est passionnant, c'est très enrichissant et qu'on devrait tous avoir envie d'y être tous les jours, il y a peut-être pour ce membre-là un certain contexte qui fait que c'est pas une évidence que de participer autant qu'attendu. Parce que quand on regarde le contexte, finalement on se rend compte qu'il y a une explication plus intéressante que le fonctionnement individuel. La logique du fonctionnement de chacun, elle est tout autant dans quel système il est et quelles sont les règles du fonctionnement du système. Si par exemple quelqu'un veut participer mais que d'un autre côté il a un manager qui lui dit reste bien sur ton métier, je vois que tu fais des trucs transverses, c'est sympa mais reste bien sur ta mission à toi, ne délaisse pas l'opérationnel comme j'entends souvent, voilà, sois présent, eh bien ce membre de la communauté il est un peu tiraillé, d'un côté l'envie de participer, de l'autre bien naturellement son besoin de remplir sa mission et son manager le rappelle à l'ordre. C'est-à-dire que là, on a une boucle entre le membre de la communauté et le leader de la communauté et une boucle de l'autre côté entre le membre et son propre manager qui lui dit l'inverse. D'un côté, il participe, de l'autre ne participe pas ou participe moins. Donc, on va chercher finalement à comprendre le contexte et l'ensemble des boucles plutôt que se dire c'est un membre qui a tendance à pas trop s'investir parce que c'est quelqu'un qui est attentiste, ou c'est quelqu'un qui est sur la réserve, ou c'est un opportuniste qui vient que quand on est sur les résultats. Vous voyez, on va plutôt chercher quelle est la boucle. Très simple. Et donc, si on applique Oui. Oui, vas-y. Et Vas-y, donc, Olivier. je voulais souligner dans ce que tu disais, Karine, c'est qu'on a une position avec cette lecture interactionnelle des situations qui est une position, on pourrait dire, non pathologisante, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour on ne met pas d'étiquette, mais on cherche plutôt l'explication fort logique qui vient éclairer des comportements qui parfois peuvent donner le sentiment d'échapper dans nos représentations habituelles. Et notamment, une des marques de fabrique de l'approche de Palo Alto, c'est cette notion de double contrainte. Hein, et je trouve que le dessin du chat là, qui est présenté illustre assez bien cette idée de double contrainte. On entend un message qui est tu peux faire ce que tu veux, et puis on a un autre message un peu contradictoire qui dit si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Et donc voilà, on a en fait, je pense dans les communautés comme dans le fonctionnement des organisations, finalement ces messages contradictoires sont monnaie courante en fait, et peuvent constituer en fait à la fois des opportunités d'améliorer les fonctionnements et des opportunités d'intervention. Voilà, donc on a le contexte, on a les messages reçus, on a les règles du système, et puis on a aussi, vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure la boucle de décodage individuel. C'est pas donc le passé de la personne et qui elle est, hein, c'est comment est-ce qu'elle perçoit en fait ce qui se passe, comment est-ce qu'elle le reçoit, comment elle le perçoit, et qui va l'amener à réagir comme elle réagit. On parle de perception et de réaction, qui sont en fait perception et réaction qui sont connectées. Donc, chaque personne a évidemment sa carte du monde, ses valeurs, ses croyances, ses sentiments et son propre décodage. Et son comportement est aussi cohérent et logique par rapport aux apprentissages qu'elle a fait antérieurement. Si vous avez, par exemple, participé à de nombreuses communautés et que vous avez, disons, plusieurs communautés auparavant et que vous vous êtes rendu compte que ça avait énormément enrichi vos pratiques, vous aviez appris beaucoup, vous aviez rencontré des gens passionnants,
vous aurez forcément plus envie de contribuer que si vous avez fait une expérience un peu plus mitigée, où ça vous a pris beaucoup de temps et que vous avez moins appris. Tout dépend de vos apprentissages, qui ont construit en fait votre carte du monde, et notamment relative à la notion de communauté. On va donc privilégier une position qui soit non normative, en se disant un tel ou un tel a peut-être un besoin différent, a peut-être un regard différent. Et comme le disait Olivier, eh bien, c'est d'aller chercher finalement, quand ça paraît bizarre ou inhabituel, c'est d'aller chercher quelle est la logique et de découvrir éventuellement des choses intéressantes. Si on enrichit cet exemple de tout à l'heure, on enrichit donc la boucle avec le décodage de chacun. Le leader de la communauté, il se dit, mais c'est à moi de l'engager. Je suis le leader, c'est moi qui motive tout le monde, c'est moi qui entraîne en fait le groupe. Donc, peut-être se dit-il, même s'il est dans un mode collaboratif, curieusement, il va se dire, mais c'est à moi de faire. Donc, il va faire plus. Et le membre de son côté, il se dit, ah, le pauvre leader, il se démène, je comprends bien, mais moi, je suis sous l'eau et je peux pas m'engager. Parce que peut-être qu'il a un rapport à l'engagement qui est très entier et que s'il s'engage, il s'engage. Donc, il préfère ne pas y aller. Et pour ne pas y aller, il préfère éviter de répondre. Comme ça, on fâche personne et on va pas se faire d'ennemis. Il se dit au pire, il finira par comprendre, et puis il y a d'autres qui prendront la place et ça ira très bien. D'où ça amène le fait qu'il ne réponde pas. Vous voyez que c'est extrêmement logique. Puisqu'il pense ça, il fait ça. Puisqu'il fait ça, le leader se dit, il me répond pas, il faut que je le motive plus. Puisqu'il pense ça, il répond comme ça. Donc on a une boucle de perception et de réaction tout à fait logique. Et une fois qu'on a ça, on peut travailler bien sûr sur la perception de chacun et surtout sur qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent dans cette boucle et notamment au niveau de la flèche rouge. Voilà quelques croyances qu'on peut entendre ça et là sur les pratiques collaboratives. On peut aussi bien entendre que le collaboratif, il n'y a que ça qui est vrai, que c'est plus on partage, plus on s'enrichit. Et puis on peut aussi entendre que c'est chronophage et qu'on donne beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a en échange? Ou encore on peut entendre qu'il faut toujours un leader dans le collaboratif, autrement il ne se passe rien. Ou alors inversement, que dans une organisation collaborative, les choses doivent se faire spontanément ou ne pas se faire. Ça doit se faire tout seul. Donc selon qu'on pense ça ou ça, on va bien évidemment réagir différemment et se positionner différemment dans son interaction avec la communauté. Voilà, pour finir sur cette idée, si on polarise un petit peu les positions, on peut imaginer une direction des opérations, une direction financière pour qui la communauté c'est sympa, mais c'est un peu une bande de babacools qui se font plaisir. Si on regarde le point de vue des membres, ils disent mais nous on est des pionniers et demain on amènera des vrais changements dans les organisations et c'est par nous que ça passe et c'est pas toujours facile. On est un peu des découvreurs quoi. On invente et on défriche. Et les leaders peuvent dire parfois bah dis donc j'ai l'impression de pousser ma pierre et qu'elle me retombe dessus. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie et parfois j'ai du mal à déplacer tout ça. C'est évidemment un point de vue possible, hein, je ne dis pas que c'est la réalité puisque nous ne sommes pas normatifs avec Olivier. C'est une possibilité en tout cas. Et en tout cas, si on voit ça, on se dit ah oui, c'est pas du tout les mêmes points de vue, donc ça va pas être les mêmes boucles entre les uns et les autres. Voilà, et donc on a notre quatrième point qui est que dans l'approche, donc la lecture interactionnelle des situations de collaboration, à partir des difficultés que l'on peut rencontrer dans ces pratiques collaboratives, parfois nous on dit en fait que plutôt que d'essayer des solutions logiques qui fonctionnent, on peut parfois privilégier des solutions. Si on privilégie des solutions logiques qui ne fonctionnent pas, du point de vue de l'approche de Palo Alto, on aura tendance à privilégier des solutions qui peuvent paraître illogiques, mais qui risquent de donner des résultats beaucoup plus intéressants. En fait, cette approche est un peu connue pour ses interventions paradoxales, et avec Karine, on va vous donner quelques illustrations et explications sur le choix qui oriente finalement des interventions qui peuvent paraître à contre. Voilà, donc l'idée clé là pour résumer hein, de cette
histoire de tentative de solution, parce que c'est ça le gros mot, c'est tout ce qui a été tenté et qui ne fonctionne pas, c'est de dire que il y a des difficultés au départ, il y a des contraintes, et puis il y a ce qu'on met en place et qui parfois va aggraver tout ça et donner un vrai problème. Si on prend l'insistance, par exemple, à entraîner un groupe dans un mode de collaboration, il y a le point de départ, c'est chacun a sa vision, certains sont plus ou moins motivés, et puis la manière dont on va s'y prendre peut parfois s'avérer malheureusement contre-productive. Si on essaye de pousser trop fort ou de vouloir convaincre, on pourrait parfois braquer des personnes ou les lasser et donc entraîner une résistance. On y reviendra tout à l'heure. Donc ce n'est pas le point de départ qui fait difficulté, c'est bien les solutions inopérantes ou les tentatives de solutions qui vont aboutir à un problème plus grand. Et c'est ce qui faisait dire à Paul Václavic, toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Bon, ce n'est pas le seul courant de pensée qui a eu évidemment cette vision de dire que c'est voilà que c'est toujours plus du même, mais c'est plutôt la formule choc. Le problème, c'est la solution. Le problème n'est pas le problème de départ, c'est un nouveau problème qui a émergé de l'ensemble des tentatives pour résoudre le problème numéro 1. Quand les solutions finalement ne parviennent pas à résoudre un problème, l'approche de Palo Alto a pour postulat que non seulement elle le maintienne, voire elle l'aggrave, et que souvent il est plus intéressant d'arrêter d'essayer ou d'essayer autrement que de continuer. Alors bien évidemment, ça va à l'encontre de toutes les théories sur la persévérance et sur l'effort prolongé et sur le fait qu'avec encore un tout petit coup de marteau, la fois d'après ça passe. C'est plutôt regarder ça autrement et dire et si on insistait toujours plus dans une voie qui ne fonctionne pas. C'est ce qui s'appelle s'enferrer. On a quelques exemples dans l'actualité régulièrement de solutions au niveau national ou au niveau international qui peuvent être comme ça des mauvaises solutions dans lesquelles on insiste. Comme le capitaine Haddock et son pansement, pour ceux qui connaissent. Et donc, quelques exemples peut-être de solutions à contre-pied. En fait, on observe que dans un certain nombre de situations, parfois on a tendance à essayer de faire passer des messages de manière implicite. Donc faire une différence, ce serait de les faire passer, d'être ou délibérément explicite pour être sûr que les personnes ne puissent pas faire semblant de ne pas être entendues, quoi, par exemple. Un réflexe peut-être qu'on rencontre assez souvent aussi dans un certain nombre de situations qui sont des situations problématiques, c'est qu'on a tendance à essayer de faire changer les autres. Et une manière un peu paradoxale de réfléchir, c'est de partir du principe que s'il n'y a pas de changement, comment on s'organiserait différemment. Une autre indication, c'est par exemple de réfléchir aux bonnes solutions, faites des expériences. Alors, pour connaître en fait les choses, parce qu'il y a des personnes qui pourraient avoir tendance parfois à s'enfermer dans des préparations interminables. Et on dit, du point de vue de l'approche de Palo Alto, que si on veut connaître les choses, il faut agir. Donc là aussi, on a une différence de fonctionnement qui peut être intéressant. Et puis, je pense qu'un mode d'intervention assez privilégié dans bon nombre de situations, c'est que par rapport à des réflexes habituels de bon sens qui visent à repérer les causes ou les responsables d'un certain nombre de difficultés, eh bien nous, on va chercher plutôt des clients pour un changement, parce que des fois, on peut dépenser énormément d'énergie, j'ai envie de dire en vain, auprès de personnes qui sont difficilement mobilisables dans les situations. Et donc parfois, une alternative va ne pas les inviter trop vite à venir résoudre le problème. Je pense que la diapositive va déjà un peu dans ce sens-là. Je te laisse donner l'éclairage, Oui. Karine. Oui, voilà, dans cet esprit-là, il y a un mouvement qui peut être fait, qui est assez qui en général marche assez bien. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, mais ça peut changer la dynamique. C'est au lieu de dire que tout le monde est attendu et qu'on insiste vraiment, allez, venez tous, c'est important, on se rend compte, faut qu'on avance là-dessus. C'est plutôt d'organiser la rareté en disant, allez, qui veut venir? Vous êtes libre de venir, sachez qu'il n'y a que 5 places. Par exemple, ou autre chose. En tout cas, d'organiser les choses dans un angle où les personnes ne sont plus convoquées avec insistance, mais au contraire, qui leur est laissé la possibilité d'avoir une chance d'eux. Vous voyez, c'est complètement un renversement de position, évidemment à adapter selon le contexte et selon les personnes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où en fait on le voit, et c'est utilisé d'ailleurs aussi en marketing, hein, c'est pas pour rien.
que quand on sort une nouvelle console de jeu, on vous dit il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Donc la résistance au changement, au fond, on voulait un peu finir sur cette notion-là. Elle n'est pas considérée comme quelque chose à combattre hein, avec Palo Alto, alors qu'on entend souvent débusquer la résistance, la désamorcer, l'assouplir. Non, non, on est plutôt sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette résistance? Parce que on peut la considérer comme une opportunité d'apprendre des choses, on va le voir. On peut se dire, si un système résiste, en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il est en bonne santé, puisque tout système est fait pour résister au changement, puisqu'il est fait pour maintenir ce qu'on appelle son homéostasie, hein, son équilibre, son intégrité. Donc, la résistance, elle est normale. C'est le signe d'un système qui est en bonne santé. D'ailleurs, des collaborateurs qui ne résistent plus et qui se suradaptent ne sont plus en bonne santé. Quelqu'un qui se laisse emmener trop loin de son point d'équilibre en termes de besoins, il est en suradaptation, il ne résiste plus et donc il perd sa santé. Donc on va utiliser la résistance pour mieux transformer. Par exemple, au lieu de vouloir insister toujours comme la flèche de tout à l'heure, hein, mais si, regardez tous les avantages quand même, ce serait bien, et que l'autre répond ah non, vraiment pas et vraiment merci, non. Ce qui s'appelle une escalade symétrique, hein, chacun va rajouter des arguments de son côté. Le changement de position qui va porter sur la flèche du haut, c'est rien de nouveau hein, dans ce que je vous dis. Hein. Tous ceux qui font de la vente travaillent comme ça. Qu'est-ce qui vous gêne? De quoi avez-vous besoin? C'est-à-dire, au lieu de vouloir contrer la résistance, c'est d'accueillir le mouvement et de dire j'entends que pour vous, c'est pas ce que vous souhaitez ou ça ne vous convient pas. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que vous voulez? Et on récolte non pas une opposition comme ici, mais on récolte des informations intéressantes sur le vécu, en l'occurrence du collectif, ou des individus sur voilà, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui voudrait être différent, et qu'est-ce qui permettrait de, pour reprendre l'idée d'Olivier de tout à l'heure, si on considère qu'ils ne changeront pas de position, qu'est-ce qu'on peut faire de différent alors? Comment est-ce qu'on peut changer d'approche si l'autre ne bouge pas? Pardon. Oups. Donc effectivement, du point de vue de l'approche de Palo Alto, nous, plus ça résiste, plus on se frotte les mains pour pouvoir intervenir sur la situation. C'est plutôt de bon augure, finalement, d'être confronté à un certain nombre de résistances. On y voit là tout un potentiel de transformation de la situation. On va terminer notre intervention là-dessus pour vous donner un éclairage justement sur une manière peut-être un peu différente de procéder avec les résistances au changement que l'on peut rencontrer dans toutes les démarches qui sont menées dans les organisations. On va s'appuyer donc sur la résistance pour avancer, ce qui est un petit peu différent de ce que l'on a. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur aussi, parce que je n'ai pas de retour sur moi. Pour moi, il faut que tu prennes le pointeur qui est en haut, tu vois, qui est là-haut. Merci. Voilà. Merci Karine. Ok. Donc en fait, ce schéma qui est là illustre finalement des habitudes que l'on peut avoir au sein des organisations. Dans lesquels donc on a un projet à mener, on fait une information préalable, il y a la décision donc de mener le projet, et une fois la décision prise, il y a beaucoup de discours qui insistent sur la nécessité de convaincre les personnes concernées par le projet, de l'intérêt du projet. Et puis finalement, on rencontre un certain nombre de résistances en cours de route. Et chaque résistance rencontrée, j'ai envie de dire, amène les promoteurs du projet à chercher des nouvelles idées pour convaincre davantage. Et donc, on a une boucle interactionnelle qui finalement se met en place entre la conviction, le refus, qui alimente la recherche de davantage de force de conviction, qui alimente davantage de force de refus. En fait, nous, on invite à ne pas confondre, convaincre et on va plutôt mettre l'accent sur expliquer les changements et vérifier la compréhension de ces changements.
Et ensuite, on va travailler avec les résistances, un peu à l'image de cette vague qui est en train de se lever et sur laquelle on va surfer sur les inconvénients du changement. Alors, je sais que c'est toujours un peu impressionnant, en fait, d'oser ouvrir le projet à la contradiction, mais je ne peux que vous inviter à faire l'expérience et vous verrez que vous récolterez une information qui va être beaucoup plus qualitative. En fait, je pense que l'énergie que l'on ne met pas à chercher à convaincre, finalement, c'est une énergie qui est disponible pour mieux écouter et pour mieux faire travailler en fait les contradicteurs. On peut leur poser des tas de questions, on peut s'intéresser beaucoup plus finement à leur point de vue. Et j'ai observé que quand on a cette qualité de disponibilité, finalement, on arrive à enrichir de manière très significative, très sensible, très fine les projets que l'on a à mener et donc cette adhésion finalement pour laquelle on est prêt à mettre beaucoup d'énergie, on l'obtient relativement facilement en travaillant d'une manière plus délibérée sur les inconvénients des changements plutôt qu'en essayant de gagner en conviction. Voilà, ben écoutez, on arrive au terme de notre exposé et on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a mis une diapositive supplémentaire, oui, sur quelques ouvrages. Il y en a 3 de Karine, enfin, il y en a un qui est 2 fois, parce qu'il y a eu 2 éditions, pour aller plus loin. Et puis, il y en a un de notre collègue Claude Duterme, Communication interne et approche de Palo Alto. Et puis, je vous ai mis aussi un lien vers la thèse que j'ai écrite il y a quelques années, qui parle de notre travail d'intervenant avec cette approche dans les organismes. Voilà. Catherine, peut-être tu reprends la Oui, main? merci beaucoup. J'ai réactivé le micro. Merci pour cette présentation. Alors, place aux questions. On a une vingtaine de minutes, donc allez-y. Qui veut prendre la main? Vous réactivez votre micro pour être sûr de ne pas parler dans le vide. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser. Que je me pose vraiment régulièrement, c'est que quand on est manager, alors là je suis pas leader, hein, c'est manager dans une entreprise avec quand même un certain nombre d'exigences du corporate et puis des chefs qui s'empilent au-dessus de ma tête à faire en sorte que mes collaborateurs dans mon équipe, puisqu'on les appelle quand même collaborateurs, c'est le terme, hein, eh bien, exécutent, enfin réussissent un certain nombre d'objectifs et même les dépassent largement. Et puis qu'en même temps, j'ai envie, parce que j'ai envie d'être un manager facilitateur, actuel, d'accompagner mes mêmes collaborateurs, mais dans une autre forme de développement et de participation, où l'approche de Palo Alto prend tout son sens. Comment faire pour conjuguer les deux? Olivier, tu veux répondre? Euh, en fait, Catherine, tu parles d'une contradiction, hein, c'est ça, entre un discours dominant qui est assez orienté vers l'injonction et puis une pratique que tu aurais envie en tant que manager qui soit beaucoup plus ouverte, c'est ça? Sur Voilà, la en fait, collaboration. quelque part, il y a des contraintes dans ces injonctions et volontés. Oui, alors en fait, ce que j'aurais envie de dire, et puis Karine, tu compléteras aussi, c'est que nous, déjà là, on peut avoir une lecture interactionnelle en fait. En tant que manager, on entend tout un discours managérial. On essaye de faire un certain nombre de choses par rapport au discours managérial. Ce que l'on essaie de faire par rapport à ce discours managérial fonctionne ou fonctionne pas. Quelles sont nos tentatives de solution? En fait, il faut revenir toujours à nos tentatives de solution. Si moi je suis un manager que j'essaye de faire un certain nombre de choses, la première indication, c'est de repérer ce que j'essaye de faire en vain et qui ne fonctionne pas. En fait, si j'essaye de convaincre mon manager que participer à des communautés, c'est une très bonne chose, ben, c'est probablement le fait de mettre cette énergie à convaincre le manager qui lui permet, lui, de garder
une maîtrise parfaite de la situation. Et à un moment donné, il va falloir que je m'interroge sur le fait de cette logique de fonctionnement. Est-ce qu'elle me permet d'atteindre les changements que je souhaite mener? Et si ce n'est pas le cas, il va falloir commencer à réfléchir à d'autres approches. Et une autre approche, ce serait, là c'est une réflexion vraiment dans l'absolu, mais ce sera plutôt de freiner le dirigeant auquel on est confronté en lui disant on sait que pour vous c'est pas intéressant en fait ce travail des communautés et donc je vous embêterai plus à ça. On avait quelques projets très intéressants sur lesquels on était en train de travailler, mais j'ai bien compris que pour l'instant, pour vous, il n'y avait pas de disponibilité. Enfin, vous avez d'autres préoccupations. Et donc, par exemple, créer un mystère pourrait être une manière intéressante de faire bouger les choses. Oui, peut-être pour compléter ce que vient de dire Olivier, il faudrait évidemment connaître mieux la situation plus précisément, mais peut-être un élément, c'est une histoire de niveau logique. En fait, avec l'approche de Palo Alto et en systémique, on s'intéresse souvent parce que tout est parti de là, des histoires de niveau d'information. Quand un dirigeant impose ou donne des injonctions sur une manière de manager, une manière de s'organiser, c'est souvent dans un but. C'est sûrement parce que c'est sa vision du monde, mais c'est aussi pour atteindre quelque chose. Et c'est toujours intéressant de se dire, il veut atteindre quoi et en quoi ma manière de travailler ou de fonctionner avec l'équipe ne serait pas un bon moyen aussi, différent mais tout aussi bon, d'atteindre cet objectif. En gros, si on veut des résultats opérationnels en haut et qu'on dit pour les résultats opérationnels, il faut manager dans un mode directif parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne, à nous, managers, de prouver à notre direction qu'on peut les atteindre autrement. Pas pour faire joli, mais parce que finalement, c'est presque plus efficace. Autrement dit, ça consiste à aller dans la logique de la personne avec qui on interagit, en l'occurrence son N+1, N+2 ou autre, d'aller dans sa logique, de dire je comprends ce que vous cherchez à atteindre, moi aussi, et pour atteindre ça, enfin, c'est pas mais c'est et pour atteindre ça, je pense qu'il est intéressant que. Bien sûr, dit comme ça, c'est un peu facile, encore faut-il trouver les liens logiques pour relier tout ça. Et l'autre chose qui m'est venue sur ce sujet, en écoutant la façon de l'énoncer, c'est plutôt quelle est réellement la contrainte en fait. Vérifier la contrainte, ça c'est ce qu'on fait souvent aussi dans cette approche, c'est d'aller vérifier. Il y a des injonctions, oui, mais à quel point sont-elles contraignantes pour faire de telle ou telle manière? Peut-être le sont-elles, hein, je ne nie pas, mais ça vaut le coup de les questionner. Merci. Alors, pour l'instant, pas de questions sur le chat. Qui veut prendre la parole? Catherine, c'est la Miss, en fait. Merci pour l'intervention, c'est intéressant. Moi, je suis coach d'équipe et j'ai pu étudier l'approche systémique, en fait. Et tout ce que vous dites, je connais très bien. Et je me suis posé la question, en tant qu'individu, moi-même, qu'est-ce que je peux faire après cette formation? Donc, ça m'a en fait donné beaucoup de choses et j'aimerais bien le partager avec vous, si c'est possible. C'est pas des questions, mais c'est l'expérience que la première chose que j'ai pu me rendre compte que j'avais une perception de moi en tant que manager très collaboratif, beaucoup sur l'innovation, sur l'intelligence collective. Et ça, c'était ma perception. Hein. Et d'où mes comportements derrière. Je pensais que j'étais top. Jusqu'à le jour où il y avait un questionnaire sur les compétences. Et quand j'ai fait ce questionnaire, je me suis rendu compte que je suis plus dans le contrôle. En fait, plus faire passer mon message avant. Un vrai leader, j'ai pas de patience pour en fait écouter les autres. Je prenais des comment on dit les décisions. Et donc, je me suis rendu compte que ma perception de moi-même, en fait, elle n'est pas tout à fait la perception des autres et la réalité. Donc, en tant que, avec cette approche, je me suis rendu compte, en fait, que, il faut faire attention à ce que moi, je m'aperçois de moi-même, en fait, comment je vois les choses et comment les autres me voient aussi. Donc, ça m'a aidé avec cette approche systémique qui m'a beaucoup facilité les tâches et la communication et l'interaction avec les autres. Et la deuxième chose qui m'a aussi, en fait,
aider, c'est avant de prendre des décisions, j'essaye de renforcer le dialogue et l'écoute surtout. Et je dis à chaque fois, la Miss, tu enlèves les émotions et tu regardes en fait ce qu'ils disent. Peut-être ils ont raison. Et de ce fait-là, j'ai beaucoup avancé. Ça veut dire que je regardais plus la personne qui me disait et qu'est-ce que moi je sens envers elle, mais j'essaye d'écouter ce qu'elle dit. Et si en fait est logique et il y a du sens, ça en compte. Donc je voulais simplement partager ça avec vous pour dire qu'est-ce que je peux faire moi-même en fait à partir de cette approche. Désolée si j'ai pris un peu de temps. Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment intéressant. Ce que vous évoquez là, c'est vraiment le feedback, hein, c'est d'aller chercher du feedback plutôt que d'imaginer. Je me dis que je suis dans le collaboratif, mais est-ce que je le suis vraiment? En tout cas, est-ce que je le suis par rapport aux besoins de mon équipe ou par rapport à la culture de l'organisation dans laquelle je suis? Ou est-ce que mon mode collaboratif ici, il est plutôt vu comme un mode directif? C'est intéressant et avoir l'ouverture d'esprit que vous avez présenté là, c'est vraiment chouette, je trouve, et la capacité à distinguer le côté peut-être pas affectif, mais en tout cas le ressenti du fait. Qu'est-ce qu'on me dit et est-ce que je suis capable d'y trouver quelque chose? Donc, merci pour ce partage. Oui, puis moi je voulais rebondir aussi sur le propos de la Miss, parce que je trouve qu'il illustre bien des aspects importants de l'approche de Palo Alto. On dit du point de vue de l'approche de Palo Alto, par exemple, que c'est en matière de communication, c'est le récepteur qui fait le message. C'est-à-dire que quelle que soit la qualité des informations que l'on essaye de passer, c'est pas tant le sentiment que l'on a d'être clair qui porte que la manière dont on est compris. Et je trouve que dans l'illustration qui est donnée par la Miss, elle est allée chercher, s'est rendue compte qu'il y avait un écart entre sa représentation et la représentation telle qu'elle était vécue par les autres interlocuteurs. Et puis j'ai trouvé que la deuxième partie du propos de la Miss aussi illustrait bien cette idée de travailler sur les inconvénients du changement. Finalement, plutôt à un moment donné, on va faire un effort de décentrement, on va être moins sur le message qu'on essaye de faire passer et on va beaucoup plus se concentrer sur la compréhension du message par les personnes concernées, en s'intéressant aussi, en osant s'intéresser aux éventuels inconvénients que supporte ce message-là. Et finalement, j'ai souvent l'impression qu'on part un peu en voyage. Au travers de ce qui est dit par les autres, on découvre des tas de facettes du projet qu'on était en train de mener et qui nous échappaient jusqu'à présent. D'autres questions? Oui, bonjour, je m'appelle Julie. Je m'occupe d'un espace d'innovation. Donc, je travaille sur des communautés. Et en fait, il y a un point souvent quand on est dans l'écoute de l'autre et qu'on le rechallenge et qu'on essaie de baisser la conviction, la force de conviction qu'on va avoir. Moi, je sens souvent une peur, en fait, chez moi, une peur de ne de ne pas performer, de ne pas arriver au bon endroit, peur de ce que l'autre va dire, peur que ce que je fais n'est pas bien. Et je n'ai pas souvent trouvé de pistes sur les prescriptions paradoxales ou pour travailler sur cette peur, en fait. Alors qui est peut-être lié avec le côté bon élève, hein, sur le livre dont vous parliez. Il y a peut-être des choses par rapport à ça, mais voilà, ce travail sur la peur, j'ai pas encore vu beaucoup de choses là-dessus et qui pour moi est assez engluante ou en tout cas est bloquante pour moi. Cette peur me bloque de mon côté. Karine, vas-y, peut-être. Je t'en prie. Moi, j'ai peur de répondre. Me voilà rassurée. Bon, merci beaucoup. Ça va, c'est modélisant? Oui, c'est OK. Merci Karine, je repars. Hein. Merci. Julie, merci pour ce témoignage. Je pense que effectivement, c'est pas facile en fait de vaincre toutes ces peurs que l'on peut avoir dans les pratiques managériales et donc il faut commencer par effectivement les respecter. Une manière de respecter
ces peurs, c'est peut-être d'essayer en fait d'aller vers des pratiques nouvelles dans un cadre qui soit sécurisant pour vous. C'est-à-dire que aller travailler les inconvénients du changement, il faut peut-être le faire pour une activité qui ne présente pas de danger trop important. Ça pourrait être un premier élément de réponse. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la peur que vous évoquez, elle est tout à fait compréhensible et elle ne pourra être contrebalancée que par le fait que vous vous autorisiez un moment à faire une nouvelle expérience, quoi. En fait, une nouvelle expérience. Enfin, si vous n'allez pas explorer un travail autour des inconvénients du changement, tant que vous ne l'aurez pas fait, la peur persistera. Ce serait un peu une indication que j'aurais envie de donner. Merci beaucoup pour ce retour. Merci. Oui, merci Julie pour cette question qui est vraiment importante et peut-être pour ajouter une petite chose en plus, il y a effectivement souvent des injonctions de combattre ces peurs, de lutter contre, alors qu'une des façons aussi de les prendre, comme disait Olivier, c'est de les respecter et surtout de les utiliser. Se dire, tiens, ma peur, il y a une partie de cette peur en tout cas qui me donne des informations très utiles pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas aller dans une mauvaise direction. Donc comment vérifier ces messages-là et peut-être quand ces messages sont jugés excessifs, tout bien considérés, alors effectivement de faire des expériences nouvelles, progressives, des petits pas, comment dire, des petits objectifs pour que ce soit respectueux de votre équilibre, de votre écologie. Il y a vraiment cette notion de la peur comme message qui est intéressante avant même de chercher à s'en débarrasser. Merci beaucoup. Merci à vous. Exactement. L'anticipation d'un danger, d'une menace, tout à fait. De la peur. D'autres questions? Il nous reste 3 minutes. Est-ce que c'est trop long pour parler des doubles contraintes? Oh, moi je veux bien en dire 2 mots. Donc la double contrainte, c'est un peu la marque de fabrique de l'approche de Palo Alto, notamment les travaux de Gregory Bateson. Il a dégagé 3 éléments qui peuvent permettre de percevoir une double contrainte. Le premier, c'est que les personnes qui perçoivent des doubles contraintes. Alors, une double contrainte n'est pas quelque chose d'objectif, comme un moteur de voiture auquel on aurait accès, dont on pourrait démonter le carburateur. C'est quelque chose d'éminemment subjectif. Néanmoins, il y a des contextes qui permettent l'apparition de doubles contraintes, ou la perception plus fréquente de doubles contraintes. Et dans ces contextes-là, on se rend compte que les personnes sont confrontées à des injonctions paradoxales, des demandes contradictoires ou des injonctions paradoxales. Et dans le monde des communautés, comme à mon avis dans le monde des organisations, c'est assez monnaie courante parce que on a un discours et on a des pratiques qui sont souvent en contradiction avec le discours. Il y a un autre élément qui va contribuer à la perception d'une double contrainte, c'est ce qu'on appelle le lien au contexte. Et je pense que dans le travail des communautés, il peut y avoir un côté assez passionnant, parce que ça change peut-être des modes traditionnels de fonctionnement dans les organisations, ce qui se passe en termes d'interaction professionnelle dans le cadre des communautés, et peut-être parfois pour des difficultés relationnelles à l'intérieur des communautés, cet attachement par exemple à ces valeurs de travail différentes pourrait créer un lien qui pourrait ça pourrait être perçu comme un lien de dépendance qui va alimenter en fait une perception plus forte de la double contrainte. Et puis le troisième élément qui est important, c'est ce que l'on appelle l'impossibilité de métacommuniquer, c'est-à-dire que on doit absolument choisir entre les demandes contradictoires qui nous sont faites et je vais dire dans une situation normale de vie, on peut facilement s'ajuster les uns les autres, mais dans un contexte de double contrainte, communiquer à propos de la contradiction, c'est parfois se mettre dans un danger un peu plus important et donc peut-être un point de repère. Moi je pense que
il y a beaucoup de non-dits dans les organisations. Tout ce qu'on s'interdit de dire dans les organisations fait un peu le lit des doubles contraintes. Donc là aussi, on va rencontrer la peur. Il va falloir un peu la dominer, mais des fois, oser dire ce qui nous gêne dans les messages contradictoires auxquels on est confronté permet en partie de dénouer les doubles contraintes, d'une part, ou d'autre part, travailler dans son lien de survie au contexte, on va dire, c'est-à-dire ce lien de dépendance. Être moins dans la dépendance peut créer une marge de manœuvre intéressante pour sortir de contextes que l'on peut percevoir comme étant des contextes de double contrainte. Bon, j'ai fait très vite. Hein. Je vous invite à lire la thèse sur le sujet. Voilà. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Olivier, pour cette précision. Alors, en même temps, ça me permet de vous dire et de dire à tous que tout ce qui est disponible dans la dernière page en termes de ressources, donc les livres de Karine et ta thèse, sont autant de choses à regarder, à lire, à approfondir. Peut-être même qu'on aura des dédicaces, sait-on jamais. Et puis, peut-être que si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos animateurs. Ce sont des praticiens. Je pense que, voilà, je pense que vous aurez peut-être du feedback, va-t-on savoir. Quoi qu'il en soit, merci d'ores et déjà. Pour respecter le timing, il me reste à vous dire que prochaine conférence, il y aura probablement, avec une date très vite communiquée, sur mai, une autre sur juin, et une autre sur juillet. Les thèmes prochains seront santé en temps de crise, avec tout ce qui est autour de l'innovation collaborative dans ce domaine-là. On en aura une sur communauté d'innovation aux achats, et on en aura une sur les apports plus outillants du design thinking par rapport aux communautés. Je reviendrai très rapidement communiquer des informations aux participants qui se sont joints et puis à d'autres, donc vous en saurez plus. J'en profite également pour terminer en vous disant que le KCO organise un symposium de recherche appliquée comme chaque année maintenant. Le prochain, on l'espère, en présentiel à Toulon, et si pas en présentiel, il sera en virtuel, mais rien n'est perdu à ce jour. Et donc, comme toujours, les activités du KCO, c'est une hybridation du monde des chercheurs, des chercheurs académiques, avec des praticiens d'entreprise. Et le thème de cette année sera sur santé, agilité, innovation et résilience. Il n'y a pas que santé. Voilà, donc vous allez recevoir une invitation aussi, vous êtes attendus, espérés. Et il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée. Cette conférence sera réécoutable avec le lien vidéo que je vous transmettrai. N'hésitez pas à me le rappeler si je vous oubliais dans la liste, puisqu'il y a toujours des entrées et des sorties. Donc j'ai peur d'avoir un peu de perte au feu. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour vos participations, vos questions. Merci à Catherine pour son invitation aussi. Oui. Merci beaucoup. On va attendre, Olivier, Karine, on va peut-être attendre que les gens se déconnectent. Oui, bien sûr. Ça vous donne le plaisir de lire les feedbacks. Ils sont quand même assez positifs, pour ne pas dire très positifs. Et puis on peut se donner 5 minutes pour débriefer sur la forme, sur le fond. Voilà. Alors, on va laisser le temps à chacun de... Oui, ouais. De laisser un petit message de fin et de partir. Oui. Je vais remettre ma caméra. Voilà. Bien. Moi, je suis ravie. Bon. Je suis très contente. Merci pour cette intervention que j'ai trouvée très bien conduite et puis surtout riche d'illustrations. Merci beaucoup.